Bonjour et bienvenue pour cette 11e édition du concours d'éloquence Antoine Fabre. Nous sommes très heureuses de vous compter parmi nous aujourd'hui. Avant de lancer les joutes, j'aimerais vous présenter à ceux et celles d'entre vous notre association. Premièrement, je me présente, Camille Vuillermet, présidente de l'association Juriste Entreprise et étudiante au sein du Master 2 Droit et contentieux de l'entreprise au sein de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Je suis honorée et enchantée d'avoir pris part à cette aventure riche et pleine de rebondissements. Notre association, née en 2006, regroupe tous les étudiants du Master 2 Droit et contentieux de l'entreprise. Cette formation a pour objet de spécialiser les étudiants qui souhaiteraient exercer leur profession dans le droit des affaires. Ainsi, vous l'aurez compris, ce master permet de lier théorie et pratique, notamment afin de découvrir et de prendre conscience des enjeux de la vie juridique. Les personnes à l'origine de la création de notre association avaient pour objectif de renforcer les liens entre les étudiants qui composent cette filière, notamment à travers diverses actions telles que le concours d'éloquence Antoine Fabre. Tel que vous l'aurez compris, ce concours existe déjà depuis un certain temps. Certes, la situation sanitaire de l'an dernier ne nous a pas permis de fêter cette 10e édition, mais nous restons fiers et heureuses de voir cet événement tant attendu perdurer. Ensuite, ce concours constitue un véritable complément pratique aux enseignements théoriques universitaires. En effet, les candidats sont amenés à se surpasser, voire même des fois à découvrir l'art oratoire. Peu importe la filière dans laquelle les candidats se retrouvent, le fait de s'exprimer en public constitue un véritable art. Des règles techniques doivent être appliquées afin d'emporter la conviction de l'auditoire. Ainsi, cet exercice n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît et reste très important, particulièrement dans la vie professionnelle. C'est pour cette raison que les inscriptions restent ouvertes à tous les étudiants inscrits au sein de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Pour les phases de sélection, les sujets sont adaptés, notamment afin de permettre aux candidats de rester sur un pied d'égalité. Cependant, et tel que vous pourrez le constater, la finale prend un tournant plus formel et plus juridique, puisque les candidats devront s'opposer à travers des joutes. Ainsi, les finalistes s'opposeront en duo sur un sujet qui leur aura été attribué à travers un tirage au sort. Ils devront également défendre une position qui leur aura été attribuée grâce au jeu du hasard. Ils devront donc vous convaincre, tel un avocat à l'occasion d'un procès. Je vais maintenant vous présenter ces finalistes. Mesdames Carrera Maeva et Richard Laura, elles, vous expliqueront les sujets qu'ils ont dû traiter. Madame Bondou Margot clôturera cette finale à l'issue. Ainsi, pour la première joute, nous allons écouter les prestations de Madame Julie Olivry et Monsieur Rater. Pour la deuxième joute, nous écouterons Monsieur Dorian Pignonetto et Madame Élise Brinchopi. Et enfin, pour clôturer la finale, s'opposeront Messieurs Lucas Moreira et Aimable Kayumba. Chaque candidat aura un droit de réponse de 2 minutes maximum. Nous n'hésiterons pas à interrompre le discours en cas de dépassement d'un parti afin de préserver l'égalité entre les candidats. Enfin, afin de nommer notre lauréat, un jury composé à la fois d'enseignants de notre faculté, mais aussi de professionnels, s'est rendu disponible aujourd'hui.
Nous les remercions pour leur implication et leur temps. Monsieur Berthier-Bruno, doyen de notre faculté, maître de conférence, mais aussi, aujourd'hui, président de notre jury. Maître Martin Alain, ancien bâtonnier et représentant de l'ordre des arts de Chambéry. Madame Casals-Nina, maître de conférence et conjointement responsable de notre master droit et contentieux de l'entreprise avec Madame Motard, directrice du département droit. Elle n'a pas pu malheureusement se rendre disponible aujourd'hui, mais nous la remercions fortement pour son soutien. Ensuite, Monsieur Gérard Cusin, gouverneur du Lions Club Chambéry-Aix-les-Bains. Monsieur Jacques Philippe, maître de conférence, mais aussi avocat associé au sein du cabinet LPA-CGR à Paris. Madame Don-Simonie Myriam, maître de conférence et département AES. Monsieur Bouvier Damien, maître de conférence. Madame Lily Levent, ambassadrice de l'association La Cause des Femmes et anciennement étudiante au sein du master droit du dommage corporel au sein de notre faculté. Je laisse à présent la parole à notre doyen, Monsieur Berthier-Bruno. Je renouvelle au nom de toute l'équipe de direction de la faculté et de tous les amis de la faculté, donc tous nos remerciements envers donc l'équipe qui organise, voilà, cette petite équipe très motivée de l'association Juris Entreprise qui organise dans les difficultés techniques, voilà, et notamment liées au Covid, hein, donc cette nouvelle édition du concours d'éloquence, auquel bien la faculté de droit tient beaucoup. Son équipe de direction, son équipe pédagogique tient beaucoup à cette joute qui permet donc cette joute qui permet à un grand public régional de mesurer la qualité des étudiants de la faculté de droit. Et voilà, il est très très important que nous puissions ici donc étudiants, enseignants, professionnels, anciens professionnels, donc tous voilà, vous montrer en participant à votre invitation à ce jury, eh bien voilà tout l'attachement que nous portons à ce concours. Donc je remercie également et je salue la performance des candidats. Il n'est absolument pas facile hein, de concourir ainsi par le biais de capsules vidéo. Mais l'esprit du concours, grâce à leur ténacité, n'en a pas été trop faussé. Et donc, nous allons voilà, pouvoir départager les vainqueurs, le vainqueur, les lauréats d'un grand cru, je n'en doute pas encore une fois. Donc, merci à vous et voilà. Et enfin, afin d'encourager davantage nos candidats, nous aimerions vous partager un message de la part de Monsieur Perrier-Bertrand, qui n'a malheureusement pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais qui a tenu à vous partager ce message et quelques mots. Pardon. Après ce message, nous procéderons au début des joutes. Nous vous souhaitons un agréable moment en notre compagnie, mais aussi en celle de nos candidats et de notre jury. Merci. Et chers amis, je ne peux pas être des vôtres pour cette finale du concours Fabre 2022, mais je voulais vous adresser ce petit mot de félicitations et d'encouragement, de félicitations d'abord évidemment aux organisateurs de Juristes Entreprises et puis aux acteurs de ce concours, qu'ils soient participants ou qu'ils soient formateurs. Et j'ai une pensée particulière évidemment au sein du collège Henri Bourdeau pour Stéphanie Locoli qui déploie un trésor de passion pour l'éloquence et qui le transmet à ses élèves. Et je suis sûr qu'à l'université de Savoie, il y a également des enseignants qui se chargent de vous transmettre les règles et la passion de la prise de parole en public qui est si importante, qui fait tellement
pour l'insertion dans la vie de tous les jours et qui permet d'avoir des vies plus riches. Et je sais que vous allez débattre de thèmes importants, notamment de la question du harcèlement scolaire pour les plus jeunes. Je suis toujours particulièrement touché que des tout jeunes élèves de classe de collège s'expriment sur des sujets aussi lourds et aussi importants, mais finalement, l'éloquence, au-delà de la beauté de la parole, c'est aussi la puissance d'un message. Et donc, je me réjouis que vous abordiez de façon frontale ces questions aussi essentielles et que vous mettiez votre éloquence au service de la lutte contre ce harcèlement scolaire. D'autres causes, évidemment, vont être défendues. J'imagine que à ce stade, les concurrents ou disons les participants sont un peu tendus. Je veux leur dire une seule chose, oubliez tout. Oubliez tous les conseils qui vous ont été donnés et oubliez même peut-être, si vous y parvenez, la peur qui vous étreint, qui est parfaitement naturelle. C'est ce qui va, dans une sorte d'alchimie extraordinaire, vous permettre de transformer une peur en talent. Et ce talent que vous avez déjà, vous allez le dévoiler au public et au jury. Et finalement, au-delà des règles qui vous ont été enseignées et qui encadrent bien sûr la prise de parole, celle de l'argumentation, celle du langage non verbal, déployez d'abord votre personnalité. En réalité, ce que l'on aime à découvrir derrière un discours, c'est la personnalité de celui qui le porte, c'est ses ambitions, ses révoltes, ses aspirations, ses frustrations, ses désirs, sa personnalité. Et donc, soyez évidemment vous-même, faites-vous plaisir. Et je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse finale. À bientôt. Donc, sans plus attendre, nous vous prions, mesdames, messieurs, de bien vouloir accueillir les deux finalistes de notre première joute, madame Julie Olivry et monsieur Loïc Rater. Avant de démarrer, j'aimerais dresser leur portrait succinctement. Tout d'abord avec madame Julie Olivry, qui est étudiante au sein du M2 métier du droit et de la justice de l'USMB, car depuis qu'elle est enfant, elle a toujours été passionnée par le monde de la justice. Et ce concours est important pour elle, car il lui a permis de dépasser sa peur de prendre la parole publiquement. Et pour moi, et pour nous tous, se dépasser aujourd'hui, c'est ce qui lui a permis d'être parmi nous. Et c'est son courage, je pense, qui lui permettra un jour d'être la voix de ceux qui veulent être entendus. Et madame Olivry s'opposera à monsieur Loïc Rater, qui est un ancien étudiant de la faculté de droit de l'USMB. Loïc vit une année importante. En effet, il s'est inscrit à l'Institut d'études judiciaires afin de tenter le CRFPA en septembre. Passionné par les débats, il a déjà démontré son amour pour l'art oratoire. Et c'est avec la passion chevillée au corps qu'il réussira, nous lui souhaitons, à devenir avocat un jour. Nos deux finalistes vont maintenant avoir le plaisir de s'affronter sur le sujet suivant. Est-il possible de gouverner sans prévoir ? Madame Olivry défendra la position pour, tandis que monsieur Rater défendra la position contre. C'est madame Olivry défendant la position pour qui ouvrira la joute. Bonne chance à tous les deux. L'art de gouverner est intimement lié à la capacité de prévoir. De tout temps, et dans toutes les civilisations, les gouvernants ont toujours essayé de prévoir avant d'entreprendre des démarches politiques ou militaires. Anticiper, prévoir, deviner l'avenir, l'analyse prédictive a fait rêver les gouvernements. De la Pythie aux devins, en passant par les chamans, les astrologues, les voyants, les lecteurs de tarot ou les chiromanciens, on a toujours tenté de savoir comment s'orienter en se représentant de quoi demain sera fait. La science-fiction a largement fait appel à ce ressort qui stimule les imaginaires. C'est notamment le cas de l'œuvre The Minority Report, écrite par Philip K. Dick, où il se nommait pré-crime, intervient juste avant qu'un crime ou qu'un délit ait été commis. Pour autant, est-il possible de gouverner sans prévoir ? Aujourd'hui, vous peuvent penser que la conceptualisation de l'exercice du pouvoir s'appuie sur la capacité à anticiper les conséquences de nos actions, notamment grâce à la science. En effet,
Auguste Comte scandait qu'il fallait savoir pour prévoir afin de pouvoir au XIXe siècle. Dans un contexte de montée en puissance du courant positiviste qui voyait dans les progrès de la science la promesse d'un meilleur avenir pour l'homme, découlant de sa maîtrise du monde, des techniques et de la science. Pour autant, la thèse de Taleb, le signe noir, est beaucoup plus pertinente. Cette dernière développe l'idée que le monde est généralement présenté de manière artificielle et trompeuse. C'est d'ailleurs le travers des économistes et des scientifiques que de vouloir soumettre leur observation aux règles mathématiques et prétendre ainsi prévoir les événements avec la certitude de la probabilité. Or, le monde n'est pas prévisible. La prévisibilité, n'est qu'illusion de contrôle des événements. L'histoire est plutôt déterminée par des événements extraordinaires et imprévus, mais dont le caractère surprenant disparaît dès que l'événement est survenu. En effet, entre vous, c'est la disparition de l'effet de surprise après qu'un événement ait eu lieu qui rend difficile à admettre que le monde est imprévisible. Pourtant, quand vous êtes en train de lire un livre dans votre jardin au soleil sur un transat, vous ne pouvez pas savoir si vous allez achever votre lecture. Un appel peut vous interrompre et vous détourner du dénouement final de l'intrigue de votre roman favori. Ainsi, vous vous pencherez sur une autre activité, papoter avec vos amis, prendre des nouvelles de votre famille, ou alors vous lancer dans un cours de cuisine. Ou encore, le chien de votre voisin peut surgir de manière impromptue dans votre lieu de détente afin d'aiguiser ses crocs acérés sur votre mollet. Ces événements sont improbables, je vous l'accorde, mais ils peuvent arriver. Et à l'échelle du monde, ce sont ce type d'événements qui régissent l'histoire. Au moment où Taleb développe sa thèse et la publie en 2007, peu de personnes attendaient que le monde plonge en quelques mois dans une crise économique sans équivalence depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est certainement un des titres de gloire de cet ouvrage que d'avoir anticipé une des causes majeures de la crise économique, c'est-à-dire que les immenses richesses que le secteur financier avait bâties reposaient sur l'idée fausse que l'avenir était prévisible et calculable. En effet, la complexité de notre monde s'accompagne également de financier et budgétaire, dans la mesure où la liberté des flux et des capitaux donne libre cours aux spéculations financières qui, par nature, sont imprévisibles. Quoi de mieux que la crise des subprimes de 2008 pour illustrer notre propos? En effet, la crise trouve son point de départ dans la hausse des taux de la Réserve fédérale des États-Unis en 2005. Cette hausse, renchérissant le coût du remboursement des prêts, s'accompagna ainsi d'un taux de défaut de 15% des crédits en 2007. Ainsi, à partir de 2007, pour la première fois depuis la fin de la guerre, les prix de l'immobilier ont fortement chuté. Chose qui n'avait pas été anticipée par les gouvernements puisque cela était imprévisible. Pour autant, les gouvernements ont réagi et ont pu prévoir. Notamment parce que cette crise a alors provoqué de nombreuses faillites parmi les organismes de crédit qui avaient alors délivré des subprimes. La crise s'étendit alors comme une traînée de poudre au reste du monde, à l'ensemble des acteurs économiques, en raison de la titrisation, aboutissant à la crise financière mondiale que tout le monde connaît. Aujourd'hui, de plus en plus de mécanismes s'associent dans notre monde contemporain, conduisant à une imprévisibilité de plus en plus active de notre monde. Cette nécessité est notamment exacerbée par la montée en puissance, depuis déjà des années, de la mondialisation, permettant notamment aux personnes, aux biens et aux capitaux, comme nous l'avons évoqué précédemment, de circuler plus ou moins librement dans nos systèmes et dans notre monde. Le monde actuel devient donc de moins en moins prédictible aux yeux des gouvernements, à l'image des risques de pandémie, comme nous avons pu le vivre depuis déjà plus de 2 ans avec la crise de la Covid-19. En effet,
Quel gouvernement a pu prévoir la portée des conséquences de ce virus? Je vais vous répondre. Aucun. Gouverner, c'est prévoir, disait Adolphe Thiers, le premier président de la Troisième République. Son lointain successeur, Emmanuel Macron, aimerait pourtant en dire autant. Hélas, avec l'apparition de la Covid-19, il fut difficile de prendre des décisions. À chaque fois qu'une mesure a été annoncée, elle a toujours été assortie de la formule suivante: si la situation sanitaire le permet, ce qui en limite immédiatement la portée. Et quand la décision concernait la gestion de la pandémie elle-même, la vérité d'un jour, plus celle du lendemain. C'est notamment ce que nous avons pu voir avec les confinements et les couvre-feux successifs. C'est l'imprévisibilité et l'incertitude qui l'a emporté sur la gestion prévisionnaire publique de la crise sanitaire. Dans ces conditions, l'art de gouverner ne semble plus pouvoir se réduire à la capacité de prévoir. Plutôt que d'essayer de deviner un avenir incertain et en constante évolution, l'art de gouverner doit se concevoir comme étant une faculté d'adaptation, de plus en plus rapide et imprévisible. Puisque prévoir l'imprévisible, ce n'est pas gouverner, mais c'est être dans la paranoïa. Merci à tous. Est-il possible de gouverner sans prévoir? La réponse affirmative semble de prime abord évidente. Il est possible de gouverner sans prévoir, mais à la condition que vous, chers jurés, gouverner soit synonyme de ruine, de chaos, de liquéfaction de notre nation. Ce n'est en aucun cas la vision que je me fais de la notion de gouverner et des innombrables enjeux qu'elle recouvre. Gouverner, c'est prévoir, nous a prophétisé Émile de Girardin. L'étymologie, aussi bien latine que grecque de ce mot, renvoie à l'idée du gouvernail. Les mots gouverne, gouverner, gouvernement ou gouverneur ont tous en commun cette étymologie de l'instrument permettant le pilotage des navires. Ce pilotage, ce guide, est nécessairement effectué dans nos sociétés contemporaines et démocratiques par les gouvernants, lesquels se doivent absolument de prendre des dispositions en amont en vue d'anticiper toutes les éventualités possibles, dans un seul et unique objectif, œuvrer efficacement et utilement au bénéfice de l'intérêt général. Ainsi, l'on entrevoit la notion de prévoir, qui, pour bénéficier d'un cadre idoine, doit être mise en relief avec une déclaration empreinte de singularité par l'un de nos gouvernants. Au début de l'année 2018, M. Édouard Philippe, alors chef du gouvernement, déclarait « Je me dis que peut-être, dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale, parce qu'il y aura un virus qu'on n'aura pas vu venir. Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire « Mais vous n'aviez pas vu que la Russie allait envahir la Pologne ?» Cette déclaration illustre à merveille notre sujet. Oui, M. Philippe l'avait vu. Il avait vu la guerre, il avait vu l'épidémie. Bravo à lui. Mais en aucun cas, il ne les avait prévus. Il n'a fait qu'imaginer, que supputer, et plus pernicieux encore, il n'a fait que laisser ses gouvernés imaginer à sa place, sans ne rien prévoir du tout. Et une fois que l'avènement de ces événements était là, les décisions ont toutes été prises à la hâte, et le chaos était à nos portes. Prévoir, ce n'est pas simplement voir à l'avance. Prévoir, c'est à la fois penser l'avenir, mais c'est aussi et surtout le préparer. Prévoir, c'est déjà agir, disait Henri Fayol. Ainsi, et pour reprendre notre métaphore nautique, le gouvernement se doit, pour gouverner, de penser l'avenir en regardant l'horizon et d'agir en tenant le gouvernail, pour ainsi éviter les fracas de l'eau, les tempêtes foudroyantes, ou pire encore, les chocs mortifères d'iceberg. Malheureusement, les choix douteux de nos gouvernants depuis plusieurs décennies n'ont fait qu'accroître la navigation dans les tempêtes et les impacts contre lesdits blocs de glace, qu'augmenter les illustrations des conséquences néfastes causées par l'absence de prévoyance
et par l'absence de vision d'avenir, laissant libre cours à la main invisible d'Adam Smith, œuvrant au règne de la mondialisation infinie, de l'élevage intensif, de la surpollution, de la surpopulation, de l'étalement urbain, du dérèglement climatique. Les errements de nos gouvernants sont dès lors à l'origine de toutes nos crises majeures subies depuis ces dernières années. Crise politique, crise sociale, crise environnementale, crise juridique, crise sanitaire. Partant, je me dois de faire le procès de nos gouvernants, lesquels n'ont eu de cesse, par l'absence de prévoyance, d'œuvrer à dévoyer la notion de gouverner, et je m'en vais ainsi vous démontrer, chers jurés, que prévoir s'avère être l'unique voie pour gouverner. Les crises sociales, tout d'abord. Si les gouvernements ne prévoient pas, n'anticipent pas le mal-être des gouvernés, alors de graves crises sociales s'acheminent. Les Gilets jaunes en sont un bon exemple, mais meilleure illustration encore est l'état actuel de notre justice et des acteurs qui la composent. Avocats, magistrats, greffiers sont tous dans une situation de grande détresse, obligés de mettre en œuvre une manifestation historique pour daigner faire réagir nos gouvernants. Le délitement de notre justice est causé par l'inaction des gouvernants, lesquels auraient dû anticiper et s'emparer de ce problème il y a de ça des années. Le manque de moyens humains et financiers, les dégradations de conditions de travail étaient évidemment à prévoir pour faire face aux enjeux cruciaux de notre justice du XXIe siècle. J'en veux pour preuve la situation actuelle du tribunal judiciaire de Laval, où son service de régie ne fonctionne plus depuis décembre 2020. Résultat, experts, jurés et créanciers ne sont plus payés. Pire encore, les saisies sur rémunération se poursuivent au-delà du remboursement intégral de la dette, faute de possibilité d'en réaliser la main levée. La révolte gronde, et c'est normal et logique, eu égard aux errements de nos gouvernants. Comme quoi, à force de vouloir faire croire en la justice, ils ont oublié qu'il fallait en prévoir sa pérennité. L'absence de planification et de stratégie de nos gouvernants ne forçant désormais qu'à en espérer la survie. Sur les crises sociales, donc, les gouvernants n'ont rien prévu, alors les gouvernants ont failli. Les crises environnementales également. L'écologie illustre avec brio notre sujet puisqu'il s'agit du domaine avec lequel agir en amont est primordial, tant l'impact sur le long terme est important. D'un côté, avec des gouvernants qui ont agi avec toute la prévoyance que l'écologie impose, nous avons Singapour, véritable poumon vert de l'Asie, mégapole la plus écologique du monde, et des bâtiments qui seront verts à 80% à l'horizon 2030. De l'autre côté, avec des gouvernants qui ne disposent d'aucune vision et qui n'ont pas pris la mesure de la problématique écologique et qui, sans anticipation, ne pourront répondre à la surpollution de l'air, des mers et des océans, au dérèglement climatique, à l'épuisement des ressources et à la surpopulation. Ces circonstances vont engendrer des crises démographiques majeures, où la montée des eaux d'ici à 2050 vont obliger des centaines de millions de personnes à immigrer. 2050, c'est demain. Mais nos gouvernants, eux, ne prévoient rien. Sur les crises environnementales, donc, les gouvernants ne vont rien prévoir, alors les gouvernements vont faillir. Sur les crises sanitaires, enfin, en matière de santé publique, l'affaire du sang contaminé est une parfaite illustration, où en raison de mesures de sécurité inexistantes, car non prévues à l'avance, des défaillances médicales, industrielles et administratives dont nos gouvernants étaient responsables, ont engendré de nombreux hémophiles et patients hospitalisés contaminés par le VIH ou l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines. Gouverner, c'est prévoir, nous disait le député français Émile de Girardin. En l'occurrence, l'épidémie du Covid-19 a permis aux institutions nationales et européennes de s'illustrer de manière plus spectaculaire encore que d'habitude par une succession d'errements et de lacunes, ne faisant que démontrer que gouverner sans prévoir ne peut mener qu'à l'échec. Nos gouvernants nationaux et européens ont été absents, incapables de prévoir ce qui était pourtant prévisible, incapables d'abord d'analyser les informations disponibles pourtant depuis décembre 2020. Madame Ursula von der Leyen
a elle-même assumé d'avoir sous-estimé cette crise, à l'instar de notre ancienne ministre de la Justice, Madame Agnès Buzyn, à croire qu'elle manie l'euphémisme à merveille. Incapable ensuite d'anticiper une telle crise, laquelle est pourtant un risque majeur dans une économie qu'ils ont voulu sans planification, qu'ils ont voulu sans organisation. Démontrant une énième fois que gouverner sans prévoir était un fiasco. Partant, ne rien prévoir, c'est mettre en danger ses gouvernés. Ne rien prévoir, c'est retrouver ses gouvernants sonnés et sclérosés. Sur les crises sanitaires, donc, les gouvernants n'ont rien prévu, alors les gouvernants ont failli. Vous êtes désormais les témoins de ces constats accablants, chers jurés, chères contradictrices et chers publics. Gouvernants de ce monde, je m'adresse à vous. En continuant à agir de la sorte, vous mènerez vos nations au chaos et à la ruine. Les peuples vous jugeront sur le sens de vos priorités. Gouverner sans prévoir, c'est faire perdre le sens des institutions que l'histoire nous a léguées. C'est le symptôme d'une politique privée de sens, de vision, de perspective. C'est la confusion des fonctions et des rôles. Et c'est le citoyen réduit à n'être plus le souverain, mais simplement l'objet de la sollicitude de ceux qui prétendent non le gouverner et le servir, mais le mener à sa perte. En somme, le règne de l'incompétence, du chaos et de la liquéfaction de notre nation. Crise politique, crise sociale, crise environnementale, juridique et sanitaire représentent un clou de plus, peut-être le dernier, dans le cercueil d'une démocratie ne devenant qu'une bureaucratie sans vision, une bureaucratie impotente, éclopée et mortifère, ne laissant personne à la barre du gouvernail, notre bateau commun, perdant alors son cap et s'enlisant dans le temps des tempêtes infinies. Alors, chers jurés, gouverner c'est prévoir, disait Émile de Girardin, en ajoutant « ne rien prévoir, c'est courir à sa perte ». Je laisse alors ma contradictrice répondre à une question. Est-il possible de gouverner sans prévoir? Oui, mais à quel prix? Merci Lauric pour votre prestation. Maintenant, chers finalistes, vous savez que vous disposez d'un droit de réponse de 2 minutes maximum chacun, avec une précision cependant, ce droit ne sera autorisé que si Madame Olivry décide de répondre aux allégations de Monsieur Rater. Donc, je vous demande, Madame Olivry, est-ce que vous souhaitez répondre? Non, je ne souhaite pas répondre puisque tout ce que j'ai évoqué est en contradiction avec ce que mon contradicteur. Ok, merci. Merci Julie. Eh bien, puisque nous vous avons entendus tous les deux, la première joute est officiellement terminée et nous vous remercions toutes et tous pour votre attention. Afin que nos prochains finalistes puissent se tenir prêts et que vous, mesdames et messieurs, puissiez revenir sur les premières idées qui viennent d'être exposées, je vous annonce le premier entracte de cette 11e édition du concours d'éloquence Antoine Fabre. Et à cette occasion, nous tenions à remercier tout particulièrement le travail et l'implication d'une personne sans qui cette 11e édition aurait été bien différente. En effet, ce n'est pas la première fois que Madame Stéphanie Locoli de son temps pour intervenir auprès de nos candidats et de nos finalistes. Elle leur transmet la passion des mots, le sens de la justesse, l'implication de soi dans un discours, à gérer son sac et savoir emporter un auditoire. Et car il est bien vrai que c'est en donnant de soi qu'on arrive à changer les mentalités et à s'ouvrir de nouvelles portes. Et elle œuvre quotidiennement au sein du collège Henri Bordeaux afin de nous faire dire que peu importe notre âge ou notre histoire, chaque parole compte. Son énergie et sa passion ont donc permis à ses élèves de découvrir l'univers de l'art oratoire et de s'y plonger d'une certaine manière à corps perdu. Il nous a donc semblé tout naturel de partager avec vous 2 vidéos qui nous ont particulièrement marqués durant cette 11e édition du concours. Ce sont 2 prestations de jeunes élèves qui, comme nos finalistes, ont décidé de donner de la voix
et de remettre les mots au centre du débat. Nous laissons donc la place à Calypso, qui a voulu prendre la parole sur un sujet intense, qui est la lutte contre les inégalités sociales et le racisme, ainsi qu'à Apolline, Noémie et Lou, 3 élèves de 5e qui ont participé au concours national de lecture expressive et qui se sont exprimés lors d'une lecture à 3 voix sur le thème du harcèlement. Nous reprenons donc dans 10 minutes. Merci à vous. Mesdames et messieurs les jurés, je suis ici pour défendre Monsieur Sam, qui s'est fait violemment agresser à maintes reprises. En effet, cet homme de 48 ans, qui élève à lui seul 3 enfants, a eu la malchance de tomber face à un homme que l'on pourrait qualifier de raciste. Je tiens à revenir avec vous sur cette notion. Qu'est-ce que le racisme ? C'est tout d'abord une idéologie qui montre que certaines personnes pensent qu'il existe plusieurs races humaines sur Terre et que les personnes de couleur de peau différentes sont inférieures aux autres personnes. Néanmoins, il existe aussi d'autres mouvements très discriminatoires contre les personnes qui ont une couleur de peau différente. Ceci est parfaitement regrettable. Monsieur Richard est donc un homme dénué de valeurs humaines. Ainsi, je suis ici pour défendre un homme, mais bien plus, une cause. Oui, Monsieur Sam est né noir. Mais avant d'être noir, c'est avant tout un humain, un être vivant, avec un cœur qui bat, doté d'une vraie sensibilité. Alors pourquoi donc s'acharner sur mon client ? Pourquoi distiller la peur auprès de sa famille ? Il vit en effet dans cette peur permanente et cette douleur d'être agressé chaque jour, tout simplement car sa couleur de peau détonne. Le racisme, mesdames et messieurs, est un fait. Il se développe de plus en plus dans la société et touche de plus en plus de personnes. Mon client, ici présent, est la représentation même du principal problème de notre société, l'injustice et l'inégalité. C'est ainsi d'ailleurs que l'accusé a fait son apparition, en menaçant plusieurs fois de mort mon client. Il l'a également agressé dans la rue, car je cite « Tu prends toute la place sur le trottoir, va donc ramper autre part, sale nègre ». Un nouvel incident arriva lorsqu'il rentrait chez lui, après avoir fait quelques courses. Imaginez donc la scène, mesdames et messieurs. Monsieur Sam prend le métro, s'assoit sur une place, libre bien évidemment. Mais c'est ici qu'entre l'accusé. Il lui dit, je cite, « Dégage de ma place et va t'asseoir dans un métro pour le noir, espèce d'esclave. » Oui, vous avez bien entendu. Je ne fais que répéter les mots horribles de cet homme sans cœur. Mais ces agressions ne devraient jamais être endurées par qui que ce soit. Monsieur Sam est fier de ses origines et de sa descendance, mais il n'a pas choisi de vivre dans ces conditions. Mon client est terrifié. Chaque jour, quand il sort de chez lui, ce n'est qu'une réplique du jour passé, avec ses angoisses, ses peurs, ses doutes, encore et encore. Pensez, mesdames et messieurs les jurés, à ses enfants, qui le voient revenir avec une blessure en plus. Pensez à sa famille, qui s'inquiète. Pensez enfin à la charge émotionnelle qu'endure cet homme. Mais encore, imaginez la génération d'aujourd'hui. Dans quelques années,
Cette génération qui grandira dans la peur, dans l'angoisse, mais également dans la violence et l'injustice de ce monde cruel. Et cet homme, Monsieur Sam, est comme vous et moi. Il a une famille à nourrir. Mais en plus de tout cela, il doit endurer chaque jour le décès de sa femme partie il y a quelques mois. Cet homme, enfin, n'aspire qu'à une seule chose, vivre. Mon client, Monsieur Sam, n'a jamais enfreint la loi ou fait quelque chose d'illégal. C'est ce qu'on nomme un honnête citoyen. C'est un homme serviable, bon et généreux. Un homme dont la société d'aujourd'hui aurait besoin. Un homme qui donnerait tout pour ses proches. L'être humain est ainsi fait, avec une face sombre, cachée. Mais il devrait mûrir et se rendre compte que ce n'est pas facile d'assumer qui on est. Pas facile d'assumer son corps, d'assumer les défauts avec lesquels nous sommes nés, d'assumer notre couleur de peau. L'être humain n'est pas responsable de comment il naît, mais il est responsable de qui il devient. Il est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, car tout aura une conséquence dans le futur. Peut-être que certaines personnes vont regretter des gestes ou des paroles qu'ils auront pu dire, mais peut-être que pour d'autres, cela n'aura aucune importance. C'est pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs les jurés, de juger Monsieur Richard pour ce qu'il a commis, pour la peine qu'il a causée à mon client et ses proches, pour ses gestes et ses paroles déplacées qui blessent énormément, que cela soit physique ou psychologique. Je terminerai mon propos, le poète Léopold Senghor, dans son poème intitulé « À mon frère blanc ». Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, on va vous présenter un extrait de La Belle Adèle de Marie Desplechin. Une personne qui n'y vit pas ne peut pas se rendre compte de la dictature qui règne au collège. Je ne crois pas. Il s'agit d'une forme de dictature très particulière et très efficace à la fois, parce qu'elle n'arrête pas de se renouveler. Que si les dictatures changent, la dictature reste. Le collégien moyen vit sous le regard permanent du groupe, et le groupe obéit toujours à ses dominants. Le collégien est jugé sur tout. Ses vêtements, sa manière de parler, de marcher, de s'asseoir, la marque de son sac à dos, de ses baskets, son comportement à la cantine, en classe, ses amis. Sur chacun de ces points, il est vivement recommandé d'avoir l'accord du groupe et l'aval des dominants. Parce que sinon, c'est l'enfer. Et l'enfer peut se manifester de nombreuses façons. Par exemple, l'isolement. On ne vous parle pas, on ne vous regarde pas. Ou encore, la rumeur, on se moque, on parle dans votre dos. Ou même l'hostilité déclarée, on vous bouscule, on renverse votre sac. Dans tous les cas, la solution la plus économique consiste à se taire et à se faire oublier. Et essayer d'avoir une vie dehors, s'il reste un peu de temps pour cela. La pire erreur consiste à se faire remarquer. À moins de faire partie des dominants, la différence est un défaut, l'originalité une tare. Au collège, il faut se fondre dans la masse, ou devenir invisible. Frédéric et moi avions un point commun. Jusque-là, ni lui, ni moi n'avions adopté la bonne stratégie. Merci pour votre écoute. Nous vous prions, chers membres du jury, de bien vouloir accueillir les deux finalistes de notre seconde joute, Monsieur Dorian Pionetto et Madame Aïlys Brinchopi. Avant de leur donner la parole, j'aimerais les introduire afin de vous les présenter. Monsieur Dorian Pionetto est étudiant en première année à la faculté de l'université de Savoie-Mont-Blanc. En effet, ancien musicien de Paris, il a décidé de revenir dans sa région natale afin d'étudier sa deuxième passion, le droit. Ses partitions rangées et particulièrement attentif aux questions sociétales, ce concours lui permet alors de renouer un lien avec un tout nouvel auditoire.
Madame Élise Brinchopy, quant à elle, est étudiante en 3e année de licence de droit privé. Initiée à l'art oratoire dès le lycée, cette discipline lui a permis de la guider vers des études de droit. Désireuse de devenir avocate, le concours d'éloquence Antoine Fabre lui est apparu comme une évidence. Elle a par ailleurs été sélectionnée dans l'équipe secondaire du concours de plaidoirie européen des droits de l'homme René Cassin. Ces derniers s'affronteront sur la question suivante. Il est plus important de faire croire à la justice que de l'appliquer. Pour débuter cette seconde joute, nous laisserons la parole à Monsieur Dorian Pillonetto, défendant la position pour, avant de laisser Madame Aïlise Brinchopy répondre en défendant la position contre. Nous vous souhaitons bonne chance. Monsieur Dorian Pillonetto, la parole est à vous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Alors, la justice. Ce sentiment ultime accordé à l'être humain où nous sommes la seule espèce sur Terre à être capable de ressentir ce sentiment de justice ou d'injustice. Mais qu'est-ce que la justice? Selon le dictionnaire Larousse, la justice est le principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Ou encore, la justice, c'est la qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Donc en soi, la justice, guidée par des règles de conduite en société, permet de dissuader l'individu d'entraver sur la liberté des autres ainsi qu'à respecter les droits et les valeurs de celui-ci. Pour y arriver, la justice doit avoir une certaine influence. Elle doit se faire respecter, se faire craindre, faire comprendre que si vous frottez à elle, vous en subirez les conséquences, dans le but de faire régner l'ordre. Mais dans ce cas, nous vivons sous une terreur constante, la terreur de la justice, une sorte d'épée Damoclès constamment dirigée droit sur nous. Eh bien oui, nous vivons constamment dans la crainte d'enfreindre les règles, les lois et tout autre texte dicté par nos institutions, sous peine d'amende, de convocation au tribunal et pire, la prison. Nous aimons trop nos libertés pour les voir restreindre ou même confisquer. Nous aimons tellement nos libertés qu'un simple bout de tissu imposé par le gouvernement dans le but de nous protéger contre une épidémie a fait un scandale mémorable autant en Europe qu'en Amérique sous prétexte que les masques entravaient à notre liberté de respirer ou même pire, de sourire. Alors n'imaginons même pas lorsque la sentence de la prison à perpétuité s'abat sur un être humain. Il est plus important de faire croire à la justice que de l'appliquer. Cette citation de Louis Dumur, écrivain genevois du XIXe siècle, nous dit à propos de la justice qu'il est plus important de croire en elle plutôt qu'à son application. Mais la justice ne commencerait-elle pas d'abord avant son application? Si je vous dis que vous croyez en la justice sans même qu'elle s'applique, est-ce que vous me croyez? Pourtant, c'est ce qui se passe quand vous allez faire vos courses, vous passez à la caisse et vous payez. Vous ne volez pas. Et pourquoi vous ne volez pas? Rien ne vous empêche de voler. Et de plus, comme nous le voyons en ce moment, les 15 du mois sont difficiles, surtout avec le prix du carburant qui a explosé. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous savez que c'est interdit. Vous le savez car c'est inscrit en vous. C'est inscrit grâce à l'éducation que vous avez reçue de la société et celle à l'école. Le vol est mal vu et punissable par la loi de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende selon l'article 311-3 du Code pénal. Vous ne volez pas parce que vous êtes conscient des conséquences que cela implique sur vos libertés et, de plus, sur votre porte-monnaie. Donc, vous croyez à une justice qui punit. Mais alors, ceux qui ne commettent pas les crimes, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la loi? Qu'ils n'ont aucune notion de la justice? Pas du tout. Ceux qu'on nomme les criminels sont ceux qui ont décidé d'ignorer la loi. Dès la première année de droit, on nous apprend le fameux adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais cela n'implique pas que tous les citoyens connaissent le code civil ou le code pénal sur le bout des doigts, bien sûr que non. C'est pour cela qu'on qualifie cet adage de fiction juridique. Cet adage permet de ne laisser aucun prétexte à une personne poursuivie de se justifier en disant qu'elle ne savait pas que c'était interdit. Ce serait trop facile d'arriver devant le juge et de dire « Ah bah je ne savais pas que le vol était interdit » ou encore que tuer quelqu'un était interdit. Donc en principe, tout le monde connaît la loi, mais en pratique, personne ne la connaît, mais la sait implicitement. Comment sait-on implicitement la loi? Parce que c'est inscrit dans notre éducation. Quand on est enfant, on nous apprend à marcher, à parler, puis à savoir manger, à savoir nous tenir. Et aussi, on nous apprend les bonnes manières. Et à côté, on nous explique ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Dès l'enfance, on commence à avoir un début de conception de la justice. On nous apprend que taper ses camarades, c'est mal, que voler dégoûter des autres, c'est mal, dire des gros mots, c'est mal, etc. Selon Jean Piaget, psychologue neuchâtelois du XXe siècle,
Je cite, les jugements de justice se développent progressivement chez l'enfant en suivant un certain nombre de stades impliquant d'abord des règles très simples comme l'égalité jusqu'à des règles plus complexes comme l'équité. » Fin de citation. Mais il rajoute que la justice de l'enfant est subordonnée à l'autorité des adultes et que son développement moral est favorisé selon son environnement social. Donc l'enfant est dépendant de plusieurs facteurs, déterminant ainsi son sens de la justice qui est unifié avec le reste de la société par l'école. Cette éducation est le reflet des lois et de la morale en société. On nous apprend à devenir de parfaits citoyens conformément à la justice. Nous croyons donc implicitement, tous ensemble, à une justice commune, héritée par l'éducation reçue de nos parents et de la société, mais aussi d'une justice prévenante des délits à venir grâce à des peines organisées et des interdits déterminés par la loi. Il est plus important de croire à la justice afin d'éviter une anarchie quotidienne et prôner le vivre ensemble, permanent. N'attendons pas que le crime se fasse pour appliquer les procédures. Croyons tous ensemble à une justice forte. Mettons en garde tous ceux qui veulent l'ignorer. Je terminerai par une citation de Confucius. Je cite « L'homme de bien situe la justice au-dessus de tout. Un homme de bien qui a la bravoure mais qui ignore la justice sera un rebelle. L'homme médiocre qui a la bravoure mais qui ignore la justice sera un brigand. » Fin de citation. Merci beaucoup. Monsieur, nous vous remercions de nous avoir exposé vos arguments. Nous laissons alors la parole à la position contre. Madame Brinchopi, l'auditoire est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers jurys, chers auditeurs, chers contradicteurs également, il est plus important de faire croire à la justice que de l'appliquer. C'est ce que Louis Dumur a écrit dans un article nommé « Petit aphorisme sur la justice, sur la conscience, sur l'honneur et sur la liberté », tiré d'une revue parue en 1892 appelée « Mercure de France ». Ne pouvant malheureusement pas débattre avec l'auteur de ces mots, il est revenu à mon contradicteur la lourde tâche de nous les expliquer. Et il me revient donc la lourde tâche de vous montrer que ceux-ci ne sont pas justes, voire même nocifs pour notre société. Tout d'abord, pour ceux au fond de la classe près du radiateur, un aphorisme, c'est un bref énoncé, souvent une phrase résumant une théorie ou un savoir. Cette citation qui m'est proposée de Louis Dumur en est donc le parfait exemple. Encore heureux, c'est le titre de son article. Ensuite, qu'est-ce que croire ? Croire, c'est le fait de penser que quelque chose est véritable, d'adhérer à un principe sans que celui-ci ait été démontré, réel ou non. Plus complexe maintenant, qu'est-ce que la justice ? Vaste question qui n'a à ce jour toujours pas de réponse malgré les siècles passés et les grands penseurs qui n'ont toujours pas parvenu à trouver un consensus. Je vais donc tenter de vous en donner deux versions différentes qui seront nécessaires à mon propos. Nous avons donc la justice des hommes, qui est une application des droits positifs à une situation de fait, menant à un règlement le plus équitable entre les parties. Et nous avons aussi la justice de Dieu, ou des dieux, qui est une justice plus que parfaite, où une entité pèserait nos âmes post-mortem afin d'appliquer un régime de sentence ou de béatitude éternelle. Honnêtement, je pense que certaines âmes devraient faire un régime drastique. Marc Marier, procureur adjoint au tribunal judiciaire de Bayonne, a dit au micro d'Antoine Garapon de France Culture que la cour, et plus précisément la cour d'assises, était assimilable à un théâtre sérieux, lieu de catharsis au sens d'Aristote, où l'on trouve une unité de temps et de lieu, qui permet un exorcisme du mal afin que la société reprenne vie. Mais un procès, instrument de la justice, est une sinistre pièce, réalité macabre où les recherches de la vérité s'érigent comme fondement de la sentence future. Mais un procès, mais celle-ci, redoutable épée de Damoclès, épargne parfois certains, sans autre explication que la volonté des grands de notre pays à verser de la poudre de perlimpinpin aux yeux du peuple. Cette situation, n'ayant donc pour seul but que de nous faire croire en la justice, elle n'a en aucun cas pour objectif de protéger notre société comme elle le devrait. En effet, nos institutions, si bien pensées et rodées à la séparation des pouvoirs, laissent parfois couler un filet d'exécutif au sein du judiciaire. Comme chaque juriste ayant suivi un cours de procédure pénale le sait,
le procureur général est hiérarchiquement tenu au ministre de la Justice. Cela, bien qu'à première vue n'est pas si grave ni inquiétant, cela le devient lorsque la personne accusée est un politique. Et là, c'est le drame. Petit exemple d'actualité pour vous faire comprendre la façon dont parfois on nous fait croire en la justice. Le 1er mars de cette année, M. Nicolas Sarkozy s'est vu condamné à une peine de 3 ans de prison, dont une seule année ferme dans l'affaire des écoutes. Là-dessus, on se dit « Oh bah tiens, enfin un politique qui devra rendre des comptes !» Alors oui, effectivement, notre ancien président a dû se rendre devant la justice, mais ce qu'il a eu est bien loin de ce qu'il aurait pu avoir. J'en veux pour preuve le jugement qui est bien en deçà des réquisitions du procureur et en deçà du maximum prévu par la loi. De surcroît, la peine qui lui est infligée sera sûrement amputée de la peine ferme lors de son pourvoi en appel. Ici, la justice n'est pas réellement appliquée. Une personne garante d'un pays, d'une constitution et d'un peuple qui a trahi ses devoirs devrait avoir qu'un an ferme. Cependant, la justice française est rendue au nom du peuple français. C'est donc à ce peuple de pouvoir contrôler et vérifier ce dont on fait du pouvoir qu'il délègue. Que quelqu'un puisse avoir la volonté non seulement de faire croire en la justice est une trahison, une infâme tromperie. Il faut, au nom de notre souveraineté, appliquer la justice pour que même si elle paraît parfois décevante, nos croyances collent à ce qui est réellement appliqué. Car une fois que les croyances se dissipent, il ne reste rien. Aucune amélioration n'a pu être faite durant la croyance. Il faut, au lieu de prescrire de la poudre aux yeux, persévérer, agir et faire grandir en chacun de nous, constituant le peuple, un message clair visant à s'approcher d'une justice parfaite et parfaitement humaine, afin que nos puissants n'aient plus aucun doute quant à notre volonté. Ensuite, ce sont dans les tribunaux des drames humains que l'on joue. Ce ne sont pas de vulgaires acteurs à qui l'on peut faire dire ce que l'on veut ou que l'on peut agiter grâce à d'invisibles ficelles. Ce sont de multiples vies qui sont en jeu, et non pas seulement celles de l'accusé, mais aussi celles des victimes, qui ne peuvent se reconstruire sur des tissus de mensonges ou des croyances vaines. Même si elle peut parfois paraître dérisoire aux yeux du grand public, la justice qui est appliquée reste réelle, tangible. Une seule croyance ne peut suffire et sera aussi efficace durant notre vie sur Terre que la justice divine. Tiens, parlons-en de cette justice divine, consolatrice des âmes qui se sentent injustement traitées, que l'on croit ou non en Dieu, chacun de nous est en proie, dans des moments difficiles, à croire en une puissance supérieure. Dieu, le destin ou le grand spaghetti géant sera en mesure de réparer l'injustice que nous subissons. Douce croyance, en effet, la justice divine, si elle existe, est d'une efficacité les plus redoutables après notre décès. Alors oui, croire en cette justice divine ne réprime en aucun cas notre souveraineté de peuple. Elle permet même un soulagement quant à la justice des hommes peut paraître injuste. Mais cette justice, dans l'hypothèse où elle agirait un jour, ne serait salvatrice qu'à partir de notre mort. Et cela apporte certains problèmes, car les textes divins étant flous, il est complexe de savoir à quelle sauce nous serons mangés. Quel acte vaut quelle peine? Le principe de l'égalité est donc loin d'être respecté. Croire et attendre la justice canonique donnerait une légitimité aux hommes de ne pas appliquer leur propre justice. Toutefois, bien qu'imparfaite, notre justice a l'avantage d'être salvatrice et réparatrice dans notre réalité. Prenons un exemple. Une personne s'introduit chez vous et noie votre poisson rouge. Cette perte éminemment tragique vous marque profondément, car c'était un compagnon de longue date avec lequel vous aviez de longues discussions durant les longues soirées d'hiver. Mais la justice des hommes, sous couvert de celle de Dieu, ne fait qu'illusion de chercher le coupable. Vous, ayant espoir, attendez le moment où la justice sera faite pour que votre deuil se fasse. Malheureusement, si cette justice porte plus d'importance à vous faire croire qu'elle est efficace au lieu de l'être, vous souffrirez toute votre vie de cette innommable perte. Celle de Dieu ne pouvant agir qu'une fois que tous les protagonismes de cette histoire se trouveront entre quatre planches. La justice est donc un moyen d'organiser la société. C'est un instrument du peuple pour punir ce qu'il considère comme intolérable à ses yeux. Il faut donc que celle-ci s'applique de manière publique, sans pour autant mener à un procès Twitter où les internautes ne maîtrisent ni l'affaire, ni la technique, ni les débats.
car cela mène à une modification des comportements. Comment rester impartial quand la moitié de la France vous? Comment ne pas être déçu quand un homme qui semble avoir commis le pire est finalement condamné à 5 ans de prison? Il ne faut pas que la justice soit un théâtre irréel où l'humanité serait chassée, où l'on ne connaît le criminel qu'à travers un écran ou un journal. La justice, c'est notre pouvoir de construire, c'est le pouvoir que l'on a sur notre avenir, c'est l'épée qui mène à notre volonté, c'est ce qui nous permet d'être peuple et de le rester. Il ne faut donc pas simplement croire en la justice, il faut l'impliquer afin que les croyances des plus optimistes deviennent la réalité des plus pessimistes. Merci. Madame, nous vous remercions pour votre performance. Chers finalistes, nous vous rappelons qu'un droit de réponse est accordé à Monsieur Clionetto, qui donnera lieu, s'il est exercé, au même droit pour Madame Brinchopi. Monsieur, désirez-vous répondre aux arguments exposés par Madame Brinchopi? Non, je n'ai rien à rajouter de plus. Le second débat étant ainsi clôturé, nous vous remercions tous pour votre attention. Et afin que les prochains et derniers finalistes puissent se préparer et que mesdames et messieurs les jurés puissent noter leurs premières impressions sur les 2 prestations entendues, nous vous annonçons le second entracte. Nous reprendrons alors dans 15 minutes pour entamer la 3e et dernière joute. Merci. Enfin, afin de clôturer cette 11e édition, nous vous prions, mesdames, messieurs, de bien vouloir accueillir les 2 finalistes de notre dernière joute. Je vous présente Monsieur Lucas Moreira et Monsieur Aimable Kayumba. Et avant de les laisser commencer, je vais vous les présenter. Tout d'abord, Monsieur Lucas Moreira, étudiant en L3 à l'USMB. Persévérant, les concours ne l'effraient pas. En effet, c'est déjà la 2e fois qu'il participe au concours d'éloquence Antoine Fabre. Et il aura l'immense opportunité de se challenger en équipe lors de la plaidoirie prochaine du concours René Cassin. Animé par les expériences nouvelles et l'envie de se dépasser, nous espérons que sa participation à la finale de ce concours lui laissera un souvenir inoubliable. Et Monsieur Moreira s'opposera à Monsieur Aimable Kayumba, également étudiant en L3 de droit à l'USMB. Rien ne l'effraie. En effet, Monsieur Kayumba est un passionné. Curieux, il aime s'adonner à la poésie et à la littérature comme au sport. S'adapter et échanger, voilà ce qui pourrait le définir. Parlant couramment 3 langues, il place la communication au cœur de sa vie et permet à de nombreuses voix de résonner dans notre quotidien. Nos 2 finalistes vont maintenant avoir la chance de s'affronter sur ce dernier sujet. Une citation de Montesquieu: « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ». Monsieur Moreira défendra la position pour, tandis que Monsieur Kayumba défendra la position contre. Monsieur Moreira ouvrira la joute
Et M. Kayomba le mettra au défi en lui répondant. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Nous sommes en 1180. Hakim, jeune fils de forgeron, se balade dans sa tribu et se retrouve encore nez à nez faille qu'il n'a jamais eu le droit de dépasser. Hakim va donc va voir son père, forgeron connu malgré lui, pour lui demander pourquoi diable n'a-t-il jamais eu le droit d'aller au-delà de ces murs. Son père posa l'épée qu'il était en train de forger pour expliquer à son fils que ces murs est l'élément qui préserve la paix à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la tribu. Il montra aussi à Hakim que les autres tribus ont aussi de tels murs, et que s'ils sont libres, c'est uniquement puisque chacun respecte ses limites. Si une personne s'amuse à ne pas les respecter, alors il outrepasserait sa liberté et mettrait en danger toute, car de terribles événements arriveraient. Jacques Lacan disait « Le réel, c'est quand on se cogne ». Oui, le jeune Hakim, face à ces murailles, se cogne, en comprenant les limites de sa liberté. Car oui, Monsieur le Président, chers membres du jury, chers contradicteurs, notre jeune et futur forgeron comprend que la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. Mais que comprenons-nous le terme « loi » ? Pour Hakim, les lois étaient ces murailles qu'il n'avait pas le droit de dépasser. Eh bien, pour nous, nos lois, ce sont les 23 142 pages de nos différents codes. Mon cher contradicteur, vous souhaiterez sûrement bonne chance pour savoir ce qu'elles nous permettent, mais aussi ce qu'elles ne nous permettent pas. Je réponds simplement qu'avoir 23 142 pages est une bonne nouvelle, puisque plus il y a de murailles, et donc plus notre liberté est étendue, car ce sont avant tout des indicateurs. Ces indicateurs sont présents pour nous indiquer une limite qu'il ne faut pas dépasser. Si vous dépassez, vous risquez la prison pour avoir mis en danger la société et avec elle tous les individus qui l'accompagnent. Vous savez, presque rien n'a changé entre l'époque d'Hakim et la nôtre. Les murailles sont devenues invisibles et le pilori s'est transformé en sympathique petite chambre du Crous de 9 mètres carrés, laissant un filet de lumière passer par la fenêtre et c'est l'ajout de la personne égoïste ayant mis notre société en danger. Mais il nous reste encore une question existante. Pourquoi devons-nous fixer des lois ? Après tout, le jeune Hakim avait-il vraiment envie de ne pas mettre en danger les autres membres de sa tribu ? La réponse est claire comme de l'eau de roche. C'est ce que Rousseau appelle le contrat social. Céline Spector, dans l'un de ses cours de philosophie à la Sorbonne, définit le contrat social comme étant l'acte par lequel un peuple est un peuple. On comprend donc légitimement que si les individus n'établissent pas entre eux le contrat social, ils ne sont donc pas un peuple. Et si des individus ne forment pas un peuple paisible et organisé, ils sont donc en guerre perpétuelle. Et pour ceux qui l'auraient oublié, mais heureusement le petit Robert est présent pour nous le rappeler, un peuple, c'est un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois. Très cher jury, chers contradicteurs, le constat est simple. Il n'y a pas de peuple s'il n'y a pas de loi. Et s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de paix, donc pas de liberté. Oui, vous avez bien vu, la liberté apparaît quand la paix est présente. En effet, qui peut prétendre est libre quand il n'est pas en sécurité. Puisque si vous êtes en insécurité, la seule chose qui vous préoccupe, c'est de vivre le plus longtemps possible. Et cette vie s'accompagne alors d'un poids terrible qu'il faut porter sans jamais pouvoir le retirer. La boule au ventre permanente. Si vous voulez, il ne faut pas avoir peur de vivre. Et la seule manière de s'extirper de cette peur, c'est de la chasser par des lois. Retrouvons Hakim. Pourquoi est-il libre dans sa tribu ? Parce qu'il sait très bien que si une personne vole l'épée qu'il forgeait, que si une personne s'introduit dans la tribu alors qu'il n'y était pas invité, ces personnes seront punies. Cette punition crée alors une bulle de protection autour d'Hakim, lui permettant d'être serein. La société préserve la bonne forme de ce dôme qui chasse la peur et permet ainsi d'être totalement libre en son sein. J'entends déjà mon contradicteur plaider corps et âme afin de vous démontrer à vous, très cher jury, que nous ne sommes pas libres quand nous faisons ce que les lois permettent. Mais oui, c'est une évidence. Comment peut-on être véritablement libre si on se retrouve confronté à des limites ? Et après tout, ces limites, si elles se rétrécissent,
Au bout du compte, nous ne pourrons plus rien faire. Malheureusement, cette réflexion est inexacte. Montesquieu, dans son œuvre L'Esprit des lois, disait qu'il faut éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire. Éclairons donc ensemble notre histoire par les lois. Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté est le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Nuire à autrui. Quand je nuis à autrui, ma liberté, je ne suis plus libre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un des textes les plus suprêmes de notre société. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Les lois ne sont que des indicateurs. Si je les dépasse, je nuis alors à autrui. Autrui qui peut représenter un individu, mais qui représente avant tout la société dans son ensemble. Et ainsi, reprenons notre schéma. Si je nuis à autrui, alors les lois seraient obsolètes, car elles ne seraient pas respectées. Le contrat social serait alors brisé, le peuple avec, et on sait tous très bien ce qui se passe quand le peuple est brisé. Vous savez, très cher jury, chers contradicteurs, Schopenhauer disait que toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant été une évidence. Je pense sûrement que nous sommes en train de vivre les 3 étapes décrites par Arthur Schopenhauer. La vérité sera d'abord ridiculisée par mon contradicteur, qui lui fera subir une émotion forte par son discours, mais vous verrez qu'elle sera une évidence, une fois tout cela terminé. Je laisse désormais la parole à mon contradicteur et je vous remercie. Merci Lucas pour ce discours. C'est maintenant au tour de Monsieur Kayumba de prendre la parole. Monsieur, c'est à vous. Messieurs, Mesdames, chers membres du jury, bonjour. Au sortir du collège, on m'a mis entre les mains des livres de droit et j'en cherchais l'esprit. Pensée de Charles de Sesconda, baron de la Brède et de Montesquieu. Chers jurés, ensemble avec vous, nous allons rechercher l'esprit caché derrière non pas les lois, mais derrière le sujet qui m'est soumis à analyse. J'ai brillamment apprécié l'intervention de mon très cher interlocuteur de l'autre côté de l'écran, qui s'est battu à prendre position et a défendu en même temps ma position. Je vais vous les démontrer. Premièrement, la notion de liberté est souvent à la une de l'actualité, mais aussi c'est une notion qui est amenée à plusieurs controverses doctrinales, surtout dans cette situation de crise sanitaire actuelle. Cette pensée de Montesquieu de prime abord apparaît comme étant une approche positiviste. Cependant, les justes naturalistes reconnaissent bien évidemment le droit positif, mais y rattachent la reconnaissance d'un autre droit. C'est ainsi que le positiviste et les justes naturalistes se poignardèrent. Les justes naturalistes y rattachent la reconnaissance d'un droit naturel. D'ailleurs, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 considère la liberté comme faisant partie de droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Les lois n'ont donc pas vocation à consacrer la liberté, mais à la limiter, à mieux organiser son exercice en vue de prévenir des abus. D'ailleurs, j'ai aimé mon très cher interlocuteur qui a su introduire mon argumentaire, et notamment, la liberté n'est pas un prétexte pour faire tout ce que nous pouvons vouloir faire, exercer, allais-je dire, permettez-moi. Donc, je vais prendre 2 exemples juridiques, notamment l'arrêt commune Monson-sur-Orge, dont les juges ont rappelé le respect de la dignité humaine qui est un droit naturel inhérent à la personne. Notamment, la personne concernée s'estimait être en droit de jouir librement et de disposer de son corps, mais a été repris par les juges pour démontrer que ce n'est pas au nom de la loi, vu que la loi reconnaît un droit, qu'on peut en faire et prendre usage comme on veut. L'arrêt Clément Bayard sur le droit de propriété nous démontre encore une fois de plus la volonté du législateur à démontrer qu'une fois qu'un droit, une liberté
est permise, cela peut conduire à des abus. C'est cet arrêt d'ailleurs qui a conduit à la théorisation de l'abus de droit. Non, je me permets de dire non, la liberté n'est pas le droit de faire tout ce que la loi permet. En revanche, c'est une faculté de faire, dans une certaine mesure, ce que l'on veut dans la limite que la loi fixe, pourvu qu'il ait une exigence morale qui s'y rattache. D'ailleurs, l'article 4 évoqué par mon très cher interlocuteur de l'autre côté de l'écran, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que la liberté est le droit de pouvoir faire ce qui ne nuit pas autrui. Par là apparaît une notion de moralité. La liberté ne rime pas avec tout ce que les lois permettent, mais rime avec la moralité. Les lois ne s'appliquent pas parce qu'elles existent, mais elles existent parce qu'elles sont rattachées à une idée morale qui se cache tout derrière. Notamment, en feuilletant le Code civil, la question que mon très cher interlocuteur a eu à me soumettre, je ne peux pas connaître toutes les lois. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais même au plus brillant des juristes, je ne vois pas maîtriser et connaître toutes les lois qui peuvent exister. Notamment, l'ordre public est souvent rappelé à chaque fois et cela évoque le bon sens de tout un chacun. Parce que qui dit liberté absolue peut l'enjoindre avec une forme de libertinage légal. Le droit de faire ce que la loi permet fait apparaître la liberté comme étant un droit absolu dès lors que la loi la prévoit. Montesquieu affirmait que, je cite, « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. » Chers jurés, aucune liberté n'est absolue. Même la liberté d'expression est soumise à des limites, afin d'éviter de tomber dans l'injure et de la diffamation. Jean-Paul Sartre a rattaché à cela la notion de la responsabilité. Je cite sa pensée, « La liberté implique la responsabilité de ce que l'on fait, car nos actions ont un impact et des répercussions sur les autres. » Chers jurés, ce que la loi permet ne caractérise pas toujours une valeur prônée par la liberté. Il arrive que la loi elle-même entrave l'exercice d'une liberté. Je m'explique. Selon Montesquieu, il y a des cas où il faut mettre pour un moment un voile sur les libertés, comme l'on change les statuts des dieux. En effet, comme c'est le cas actuellement et ce depuis quelques années, la loi permet plusieurs mesures qui visent à restreindre l'exercice des libertés individuelles. Cela pourrait se justifier au regard de l'état d'urgence sanitaire actuel et aussi dans le souci de garantir à tous une protection adéquate. Je vais retenir l'exemple du port du masque, l'obligation du port du masque. D'ailleurs, une très grande joie parce qu'actuellement, nous sommes de nouveau libres parce que nous ne sommes plus obligés d'en porter. Cependant, il s'y est de rappeler la nécessité de respecter les gestes barrières en vue de garantir les collectifs. D'aucuns s'y opposaient d'ailleurs, loin de moi l'intention de porter un jugement de valeur en respectant la liberté de tout un chacun. Cependant, la mesure ne visait pas non seulement l'obligation de se protéger soi-même, mais de protéger aussi les autres, notamment les personnes les plus vulnérables au sein de notre société. Le but n'était visiblement pas d'entraver nos libertés, plutôt un moyen de les promouvoir à nouveau en toute neutralité. Chers jurés, mesdames, messieurs, si je dois résumer ma pensée, je le ferai en 3 mots. Liberté, moralité, responsabilité. J'ai dit et je vous remercie. Merci aimable pour votre discours. Est-ce que suite à cela, Lucas, vous souhaitez répondre? Oui, je souhaite répondre à mon contradicteur et ma réponse sera brève puisque elle se fera par le biais d'une question.
cher contradicteur, puisque vous êtes si libre que ça quand vous ne faites pas ce que les lois vous permettent, pourquoi n'avez-vous pas plus de 20 minutes ou pourquoi ne vous exercez pas votre droit de réponse au-delà des 2 minutes accordées? Merci. Aimable, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez répondre si vous le souhaitez. Je vais répondre. Alors, pour répondre à la question, je vais dire qu'il faut faire preuve de lucidité face à la notion de liberté et ce que les lois permettent. C'est-à-dire, si mon très cher interlocuteur a bien suivi ma présentation, j'ai dit qu'il fallait rattacher à la notion de liberté, de loi, ce concept de moralité. La moralité qui est le bon sens avant d'agir, parce que tout ce que la morale admet peut être légal, mais tout ce que la loi reconnaît n'est pas forcément moral. Mais aussi, d'après Jean-Paul Sartre, ça évoque la notion de responsabilité. Je suis libre parce que je suis responsable. Donc, bien avant que la loi puisse venir réprimander ou qu'on vienne m'interrompre parce que je ne suis pas dans une liberté absolue comme je l'ai évoqué, cela reviendrait à justifier une forme de libertinage. Je suis responsable parce que je suis libre parce que je suis responsable. À la liberté, je rattache la moralité. À la moralité, je rattache la responsabilité. Merci. Messieurs, merci d'avoir pris part à ce droit de réponse et surtout félicitations pour chacune de vos performances. Le dernier débat étant ainsi clos, les plaidoiries d'éloquence de cette 11e édition du concours Antoine Fabre s'achèvent. C'est pourquoi nous vous proposons, chers membres du jury, de vous retirer afin de procéder aux délibérations. Et durant celle-ci, nous vous proposons la diffusion des participations des différents candidats lors de la phase de sélection. Mesdames, Messieurs, les membres du jury ont maintenant délibéré. Toutefois, avant de passer à l'annonce des résultats et de clôturer cette finale, nous voulions remercier encore une fois toutes les personnes sans qui l'organisation de cette 11e édition n'aurait pu être possible. Nous pensons bien évidemment à nos partenaires. L'Université Savoie-Mont-Blanc, la Faculté de droit de Chambéry, le Barreau de Chambéry, le Crédit Mutuel, la maison d'édition Dallos qui a tenu à participer et à offrir à nos candidats divers lots et variés de livres et goodies. Nous voulions également remercier le collège Henri Bordeaux, dirigé par Monsieur A, qui est maintenant partenaire de l'événement depuis 7 ans. Nous tenions également à remercier Madame Stéphanie Lecoli pour son soutien sans faille. En effet, sa détermination et son engagement auprès des candidats ont permis de les aider à aller au-delà de leur zone de confort et à oser prendre la parole sur un sujet donné devant un groupe de jury. Nous avons une pensée particulière pour Calypso, Lou, Noémie et Apolline, qui nous ont offert 2 très belles prestations engagées sur le thème du harcèlement et du racisme. Nous comptons aussi parmi nos soutiens l'association La Cause des Femmes, et je pense ici plus particulièrement à Monsieur Jacques Debuire et Madame Lily Levent, qui est présente aujourd'hui. Je vais d'ailleurs vous laisser l'opportunité de s'exprimer et de présenter l'association. Madame Levent. Merci d'abord à vous pour votre invitation depuis maintenant quelques années. L'association La Cause des Femmes est une association humaniste à visée plutôt pédagogique. Elle intervient principalement auprès des collégiens du collège de Gaillard. Et pourquoi est-elle en association avec le concours d'éloquence Antoine Fabre? C'est parce que l'association La Cause des Femmes organise son propre concours d'éloquence, enfin plutôt de plaidoirie à visée vraiment pédagogique pour avoir tout un sujet de réflexion autour de l'égalité des hommes et des femmes. Et les candidats sont bien évidemment des candidats de l'université de Chambéry qui s'opposent à des candidats de l'université de Genève. Et c'est pour ça que nous sommes au premier plan de ce concours pour rencontrer les futurs potentiels candidats à ce concours d'éloquence. Voilà. Merci Madame Levent. Nous voulions enfin remercier le Lions Club, dont le gouverneur, Monsieur Gérard Cusin, nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui et qui avait à cœur de mettre en avant certains de leurs projets. Monsieur Cusin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je voudrais surtout vous remercier, vous, les organisateurs, de continuer à nous associer à ce concours Antoine Fabre. Nous sommes présents depuis ses débuts de ce concours. Nous tenons beaucoup à ce partenariat. Nous sommes nombreux au sein de nos clubs, mais de mon club, Chambéry, Aix-les-Bains-Doyen, à être juriste ou l'avoir été.
Je suis moi-même le président des conciliateurs de justice de la Cour d'appel. Je voudrais m'adresser aux participants, aux candidats, qui ont tous été très valeureux dans des conditions difficiles. Bravo à eux. Et je vous dirais simplement que, oui, j'ai quelques annonces de ce que le Lions Club va avoir comme initiative dans les jours et les semaines à venir. Le 29 mars, nous invitons, avec l'établissement français du sang, les étudiants à donner leur sang. Ça se passera à Technolac le 29 mars. Ce sont des opérations intitulées 100% campus, qui se sont déroulées sur les différents campus à Lyon, à Valence, à Annecy. Et donc, pour la première fois cette année, ici à Chambéry. Nous poursuivrons les 4 et 5 avril avec les journées de la prévention au manège. Nous invitons des collégiens et des lycéens à parcourir tout un circuit de la prévention des risques que peuvent connaître les adolescents, je n'insiste pas. Et puis, les 28 et 29 avril, nous aurons ici à Chambéry, toujours au manège, et dans toute l'agglomération, le rallye en emploi, où nous nous proposons de faire en sorte que les chercheurs d'emploi éprouvent ce jour-là la solidarité, entrent dans les entreprises, puissent toucher du doigt un peu mieux ce qu'est le monde de l'entreprise dans la région, dans sa densité et sa diversité. Tout ceci s'adresse à des étudiants, à des jeunes, et en matière de concours d'éloquence, nous ne sommes pas les derniers, puisque cet après-midi même s'est déroulée au Puy-en-Velay la finale régionale du concours du Lions Club d'éloquence. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie à nouveau. Merci, Monsieur Cusin. Enfin, j'aimerais terminer en remerciant bien sûr tous les participants au concours et les membres du jury de la phase de sélection, sans qui bien sûr cette finale n'aurait pas pu voir le jour. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Berthier pour l'annonce des résultats. Merci beaucoup. Donc, il me revient de, très chaleureusement, une fois encore, vous dire à quel point l'équipe de direction de la faculté de droit que je représente ici tient absolument donc à ce concours d'éloquence, Antoine Favre, et à ce titre-là, vous êtes investi, chers organisateurs, chères organisatrices, dans la vie de la faculté, qui montre qu'au-delà de l'enseignement, il y a donc une vie sociale dans cette maison à taille humaine. Donc merci. Les petits soucis techniques que nous avons rencontrés cet après-midi font partie malheureusement des aléas de la technique, et rassurez-vous, personne ne vous en tiendra rigueur. Les joutes ont été de bonne tenue, et le niveau d'ensemble homogène montre que nos étudiants sont, je pense, bien formés dans cette petite faculté de droit qui est celle de l'université Savoie-Mont-Blanc. Alors sans plus tarder, pour ne pas faire trop durer le suspense, eh bien je vais annoncer le podium en quelque sorte. Et le vainqueur de cette 11e édition est Monsieur Lucas Moreira, qui donc sur ce podium est accompagné à la 2e place de Monsieur Aimable Kayumba, et c'est un podium masculin puisque monte sur la 3e marche du podium Loric Rater, pour donc la médaille d'or, d'argent et de bronze. Et puis les autres lauréats seront classés. Enfin, vous verrez donc apparaître dans le classement officiel toutes les positions suivantes. Donc 2 mots sur l'homogénéité de ces joutes. Il n'était absolument pas facile pour les candidats cette année comme l'an dernier d'ailleurs de participer, de s'affronter dans un contexte distanciel, comme nous disons désormais depuis 2 ans. Finalement plaider devant un public dans une vraie salle d'audience, puisqu'habituellement la finale se déroule dans la salle d'honneur de la cour d'appel, qui a
un décor un peu imposant et dans un lieu chargé d'histoire. Donc il n'est pas du tout facile quand on n'est pas dans ce genre de lieu, eh bien de plaider tout seul, voilà, devant son ordinateur une cause quelle qu'elle soit. Donc bravo aux candidats qui ont réussi à surmonter ces difficultés et à nous intéresser, néanmoins avec une prestation, voilà, qu'il a été parfois difficile de juger. C'est le jeu de ce genre de concours, le fond. Voilà, vient parfois contrebalancer la forme et inversement. Donc, nous avons essayé, voilà, dans notre sagesse, je l'espère, membres du jury, de tenir compte aussi bien du fond que de la forme pour vous proposer donc à tous ce classement cette année. Alors, Monsieur Morera, qui donc remporte ce concours et qui représentera à Paris la faculté de droit, s'il le désire, dans le cadre du concours Lysias, est également en route, en selle, pour participer aux phases finales du concours René Cassin. Donc, bravo à lui, bravo cher Lucas, mais vous allez être très occupé dans les mois qui viennent. Voilà, merci à vous. Merci, Monsieur Berthier. Est-ce que quelqu'un du jury final souhaite s'exprimer? Nous aurons le plaisir de remettre un prix à ces lauréats. Nous verrons cela avec la présidente de l'association Juris Entreprises, que je remercie de nouveau. Nous sommes vraiment très, très heureux d'être à ses côtés, aux côtés de l'Université Savoie-Mont-Blanc, avec ce concours d'éloquence. Merci. Très chers membres du jury, messieurs et mesdames les finalistes, je pense que nous arrivons à la fin de cette finale et si vous le voulez bien, nous allons donc clôturer. Nous vous remercions encore une fois pour votre temps et votre implication dans cette édition qui fut encore une fois de très belle qualité. Nous vous remercions à tous. Bonne journée.